events leading here as the next chapter unfolds. Dans très peu de temps se tiendra la Coupe du Monde de football au Qatar. Et normalement, quand l'événement le plus prestigieux du sport, le plus populaire du monde arrive, on a tous impatience d'y être. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment le cas. Et un événement, la Coupe du Monde de football 2022, faut-il, oui ou non, boycotter cette compétition? L'édition qatarienne est critiquée sur de nombreux aspects. Et aujourd'hui, on va se faire une petite revue de tout ce beau bordel. L'écologie est un sujet majeur de notre époque, mais on décide malgré tout d'organiser l'un des plus grands événements sportifs au Qatar, soit le pays le plus polluant du monde. Ça commence bien. Un pays où le désert représente une majeure partie, si ce n'est la totalité du paysage local. Et je vous le donne en mille, c'est pas les conditions les plus adaptées pour faire du sport. Donc on a déjà une première problématique, comment organiser cette Coupe du Monde sans mettre en danger la santé des joueurs. La première solution a été de la décaler en novembre pour bénéficier des températures hivernales nettement plus acceptables. Une bonne solution en soi, même si les championnats nationaux devront faire sans le meilleur joueur pendant à peu près un mois. Mais bon, ça à la limite, c'est pas grave. Sauf que ça s'arrête pas là. Pour organiser la Coupe du Monde, le Qatar a dû faire construire 7 stades à toit ouvert qu'ils ont décidé de tous climatiser. Et bien que cette climatisation sera alimentée par un champ de panneaux solaires et donc par des énergies renouvelables, ce qui est pas mal en soi, il n'empêche que ça représente une perte d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre considérables. On a aussi la question des transports. Il faut savoir que dans ce genre d'événement, les déplacements des équipes et des supporters représentent la majeure partie des émissions carbone. Si on se base sur la Coupe du Monde de 2018 en Russie, ça correspondait à 72% des émissions totales. Un chiffre qui pouvait s'expliquer par les importantes distances qui séparaient les différents stades. Par exemple, l'équipe de France a parcouru 4700 km juste pour aller aux différents matchs. Mais pour le Qatar, ça ne devrait pas poser problème. Avec une superficie plus petite que celle de l'Île-de-France, les stades seront donc forcément beaucoup plus rapprochés, ce qui limite donc les déplacements et donc les émissions carbone liées au transport. Alors, dans la théorie oui, mais en réalité pas vraiment. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour cette édition, le Qatar attendrait environ 1,3 million de spectateurs, ce qui est énorme à l'échelle du pays étant donné que ça représente environ 50% de sa population. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour loger tout ce beau monde. Alors, la solution qu'ont trouvé les supporters, c'est d'aller se loger dans les pays voisins, avec Dubaï comme exemple de destination. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour aller voir les matchs ? Le Qatar va mettre en place des navettes aériennes qui assureront des allers-retours quotidiens entre les différents pays voisins pour permettre aux supporters de faire les déplacements. Le nombre de vols annoncé est de 160 par jour. On rappelle que l'avion est le moyen de transport le plus polluant du monde. Dernier point que l'on va aborder, l'eau. À cause de son climat, le Qatar a des difficultés à obtenir de l'eau potable. Sa principale source vient du dessalement de la mer, une méthode qui entraîne la formation de saumure, une eau très concentrée en sel qui a des effets néfastes écologiquement parlant lorsqu'on la rejette. La question est donc de savoir comment le Qatar va faire pour répondre aux besoins d'une population 1,5 fois plus grande que d'ordinaire, tout en assurant ce spécifique à la Coupe du Monde comme l'entretien des pelouses par exemple. Bah oui, on va quand même pas jouer sur des terrains qui ressemblent à ça, on est à la Coupe du Monde quand même. Malgré tout ça, les organisateurs nous assurent un bilan carbone neutre pour ce mondial, ce qui veut dire que les émissions carbone jugées inévitables seront compensées en investissant dans différents projets favorables à l'écologie, notamment dans les énergies renouvelables. Alors c'est cool hein, mais on a du mal à y croire et ce pour 3 raisons. Première raison, les prévisions carbone mentionnées par le Qatar seraient grandement sous-estimées. Par exemple, les stades ont été conçus pour durer sur le long terme, ils devraient encore servir et donc polluer après le mondial. Cependant, le Qatar n'a mentionné dans les prévisions que les 46 jours de compétition et ont complètement zappé le reste, ce qui forcément diminue les chiffres. Deuxième raison, les investissements dans les projets de compensation carbone sont très loin d'atteindre leurs objectifs. Fin septembre, seulement 3 d'entre eux étaient officiellement validés, ce qui représentait environ 5% de l'objectif à atteindre. Troisième raison, même si les investissements dans les énergies renouvelables fonctionnent, combien de temps ça va prendre pour compenser les émissions carbone liées à la Coupe du Monde ? Parce que je le rappelle, on n'a pas vraiment le luxe d'attendre. Selon le GIEC, on avait 3 ans pour inverser la courbe carbone et c'est pas en faisant des investissements seulement sur le long terme qu'on va y arriver. L'écologie n'est pas la seule source de controverses liée à cette Coupe du Monde. On parle aussi beaucoup des conditions de travail des ouvriers. Pour construire tous ces stades et les infrastructures nécessaires, le Qatar avait besoin de main-d'œuvre qu'ils ont trouvé principalement avec des émigrés venus d'Afrique et d'Asie. Cependant, au fur et à mesure que les chantiers avançaient, on découvrait de plus en plus de choses.
Salaire impayé, confiscation de passeports, horaires de travail extrêmes, travail de jour et de nuit, travail parfois sous la chaleur du désert, logement et conditions de vie insalubres pour les employés. Toutes ces caractéristiques amènent certains à comparer ces conditions de travail comme de l'esclavagisme moderne. Au vu de ces conditions, beaucoup appellent aux grandes instances, notamment la FIFA, d'agir en faveur des ouvriers. Et c'est ce qui va être fait. La FIFA, justement, en travaillant avec d'autres fédérations internationales, va mettre en place une indemnisation visant à compenser les différentes souffrances qu'ont connues les ouvriers sur ces chantiers. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un chiffre fait encore beaucoup débat au sujet des ouvriers, le nombre de morts sur les chantiers. Alors que le Qatar et la FIFA annoncent un total de 3 décès, le quotidien britannique The Guardian annonce le chiffre choquant de 6500 morts entre 2010 et 2020. The Guardian s'est basé sur les chiffres de plusieurs ambassades comme le Népal ou l'Inde au sujet de leurs ressortissants morts au Qatar entre 2010 et 2020, toutes causes confondues. Du coup, théoriquement, rien ne nous dit que tous ces morts sont en lien, direct du moins, avec les chantiers de la Coupe du Monde. La FIFA assure d'ailleurs que les règles de sécurité y sont très strictes. Mais il n'empêche que la différence entre les deux chiffres est complètement abusée, ce qui nous fait douter de la sincérité du Qatar et de la FIFA. En plus de la catastrophe écologique et de l'horreur des chantiers, les supporters qui viendront assister à la compétition se verront imposer des règles de vie par le Qatar. Le pays étant conservateur et sa politique basée principalement sur la charia, plusieurs choses seront à revoir, notamment avec nos habitudes occidentales. Niveau vestimentaire, le Qatar demande aux visiteurs d'être habillés modestement. Ce qu'ils entendent par ça, c'est qu'il faut que les épaules et les genoux soient recouverts. Il faudra veiller également à ce que les vêtements ne soient ni transparents ni trop moulants. Pour les femmes, le voile par contre ne sera pas une obligation, même s'il sera bien vu de le mettre pour, je cite, s'intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. À l'opposé d'ailleurs, les bikinis seront autorisés sur les plages. Pour les hommes, les shorts seront autorisés à condition qu'ils couvrent le genou. Est-ce qu'on assiste au retour à la mode du pantacourt? Ah, et les tongs seront aussi interdites. Peut-être parce qu'ils considèrent ça comme des strings de pied. Le Qatar n'est pas reconnu pour être le pays le plus ouvert moralement parlant, et là ça va concerner les droits LGBT. Les personnes concernées seront acceptées, mais aucune sorte de manifestation ne sera tolérée. Autre point concerné par ces règles de vie, l'intimité. Aucune de ces formes ne sera autorisée dans les espaces publics, et pire encore, les relations sexuelles hors mariage et homosexuelles seront interdites, mais surtout condamnables. Alors, au-delà du fait que c'est extrêmement abusé comme fonctionnement, comment ils comptent vérifier qu'on n'ait pas ce genre de relation? Ils nous regardaient tout le temps, il y a des caméras partout, regarde. Maintenant, on va aborder le point le plus important de ces règles de vie, l'alcool. De base, ça devait être tout simplement interdit pendant l'ensemble de la compétition. Finalement, ils ont décidé de l'autoriser, mais sous certaines conditions. Les supporters pourront s'approvisionner en bière dans les fan zones et aux abords des stades, mais seulement à certains horaires. Pour les fan zones, ce serait entre 18h30 et 1h du matin. Et pour les stades, ce serait 3 heures avant et 1 heure après le coup d'envoi. Et ça se limiterait exclusivement aux abords du stade, interdit à l'intérieur. Par contre, attention, l'état d'ivresse est complètement interdit sur la voie publique. Donc buvez avec modération pour votre santé et aussi pour votre casier judiciaire. Tout ce qu'on vient de voir aurait pu être évité, voire limité, si de base on avait fait un meilleur choix d'hôtes. Et je parle même pas de la manière dont le Qatar a organisé cette Coupe du Monde. Je parle pas de leur fabuleuse idée de climatiser les stades ou encore leur navette aérienne. Déjà, sur un aspect de crédibilité. Quand on organise la compétition majeure du sport le plus populaire du monde, où les meilleures équipes vont s'affronter, ça me semble assez logique de l'organiser dans un pays qui représente, qui inspire le football. Et le Qatar, c'est clairement pas une grande nation du football. Alors, ils ont certes remporté la dernière édition de la Coupe d'Asie en 2019 en ne prenant qu'un seul but en finale. Mais c'est leur seul trophée. Ils n'ont jamais rien gagné d'autre, ils sont classés 50e au classement FIFA, et le pire, ils n'ont jamais réussi à se qualifier à une seule édition de la Coupe du Monde de leur histoire. Leur présence à cette édition est seulement due au fait que c'est eux qui organisent la compétition, ce qui leur donne d'office une place dans le tournoi. Au niveau national, c'est pareil. Est-ce que vous êtes capable de me citer le nom du championnat de football qatari? Le nom d'une équipe, excepté Doha parce que c'est la capitale, ou encore le nom d'un joueur? Non, vous n'êtes pas capable de le faire, ou du moins très peu d'entre vous sont capables de le faire, parce que la réalité c'est que quand on parle de Qatar et de football, on parle exclusivement du PSG ou de la Coupe du Monde, étant donné que c'est d'actualité. Et forcément, dans un pays si peu développé dans le football, on n'y retrouve pas les infrastructures nécessaires pour organiser une Coupe du Monde. En 2010, quand le Qatar a été choisi comme hôte, il n'y avait qu'un seul stade dans le pays. On a choisi un autre qui allait devoir construire la quasi-totalité des infrastructures nécessaires au bon déroulement de la compétition.
Donc forcément, il faut mettre en place beaucoup de chantiers dans un laps de temps limité. Ces mêmes chantiers qui sont à l'origine de la quasi-totalité des controverses dont on vient de parler. Un choix qui aurait pu être autre. Pourquoi ? Parce que l'autre prétendant, c'était les États-Unis. Un pays déjà plus crédible sur l'aspect sportif, surtout si on prend en compte les résultats de leur équipe féminine, mais surtout un pays bien mieux équipé. L'une des seules contraintes qu'il y aurait pu avoir, ça aurait été la pollution liée au transport des équipes et des supporters à travers le pays, comme en Russie. Mais bon, le Qatar qui présentait un avantage sur ce point a réussi à faire pire. Mais si le Qatar était un si mauvais choix, comment ça se fait qu'ils aient remporté les élections ? Alors, on va pas y aller par quatre chemins, il y a des suspicions de corruption, notamment autour d'un acte qui s'est déroulé en France. 9 jours avant les élections de l'hôte de la Coupe du Monde 2022, un repas a été organisé à l'Élysée. Ce repas rassemblait 3 personnalités. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, le président de l'UEFA, l'organisation qui gère le football à l'échelle européenne, Michel Platini, et le prince héritier aujourd'hui émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Avant ce repas, Michel Platini devait voter en faveur des États-Unis, grand favori de ces élections. Cependant, au final, il votera en faveur du Qatar, ce qui aurait fait pencher la balance. La question est donc de savoir si lors de ce repas, le Qatar aurait passé un accord pour obtenir les voix européennes. Mais au-delà de ces suspicions, on peut émettre différentes hypothèses au sujet du résultat de cette élection. Déjà, les différentes controverses qu'on a vues n'étaient pas d'actualité au moment de l'élection, donc en 2010. Le Qatar avait certes déjà annoncé cette merveilleuse idée de climatiser les stades, mais il faut le dire, l'écologie n'était pas autant au centre des attentions à l'époque. Les chantiers n'ayant pas encore commencé, il était donc impossible d'anticiper les mauvaises conditions de travail des ouvriers. Il faut aussi prendre en compte qu'un an après l'élection, le Qatar devenait le pays le plus riche du monde, avec un PIB 3 fois supérieur à celui de la France. Et dans un monde où l'argent vous ouvre n'importe quelle porte, on peut donc supposer sans prendre trop de risques que ça a pesé dans la balance. Certains diront aussi que c'était l'occasion de mettre en avant le Moyen-Orient, étant donné que c'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu dans cette région du monde. Mais il n'empêche que cette édition de la Coupe du Monde fait grandement débat, surtout après le match du 9 septembre, qui a vu surgir des problèmes techniques à quelques mois de la Coupe du Monde. Une climatisation assiègle, un manque d'eau potable qui entraîne le départ des supporters dès la première mi-temps, créant ainsi une queue de 2,5 km pour atteindre la station de métro la plus proche. Une station de métro qui est située à 400 mètres du stade. Maintenant, on aura beau dire et faire ce qu'on veut, cette Coupe du Monde aura lieu, c'est un fait. Mais il faut l'utiliser comme une énième prise de conscience des mauvais choix que nous faisons pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur, avec, notamment dans le cadre des compétitions sportives internationales, un choix d'hôtes beaucoup plus qualifié. Et merde.